Kodorashi est un lycéen qui a un problème étrange. Il se fait constamment posséder par des fantômes. Après des années d'entraînement spirituel, il acquiert la capacité de repousser les esprits et aspire enfin à une vie paisible. À la recherche d'un logement bon marché, il trouve une vieille auberge avec un loyer modique et des repas gratuits. Le piège. Elle est hantée, mais Kaburashi n'a pas peur. Quand il emménage, il rencontre le fantôme d'une jeune fille au bon cœur qui ne peut pas passer dans l'au-delà. Maintenant, vivant avec elle et plusieurs autres résidents excentriques, sa vie tranquille devient tout sauf normale. Des moments embarrassants aux batailles surnaturelles. Chaque jour apporte une nouvelle aventure dans la vie de Kodorashi. Alors qu'il essaie d'aider le fantôme à réaliser son dernier souhait, il découvre lentement que cette auberge hantée est peut-être exactement l'endroit où il doit être. Nous faisons la connaissance d'un garçon nommé Kodorashi Fuzora qui arrive à la ville thermale de Yukimura pour commencer une nouvelle vie. Bientôt, nous voyons deux vieux couples parler à un commerçant, lui disant qu'ils ont vu le fantôme d'une fille dans leur hôtel. Cependant, l'homme révèle son visage et ils réalisent que c'est un fantôme aussi. Ils ont peur, pensant que personne ne peut plus les sauver. Mais Kodorashi apparaît, dit au fantôme d'arrêter de leur faire peur, et frappe le fantôme, le projetant au loin. Le vieux couple demande qui est Kodorashi et il se présente, disant qu'il vient d'emménager en ville. Il les assure que le monstre ne les embêtera plus et se renseigne sur l'auberge Yuragi. Le couple l'avertit que l'auberge Yuragi est hantée et qu'ils y ont vu une fille fantôme. Kodorashi leur dit de ne pas s'inquiéter. Puis il arrive à l'auberge Yuragi, où il prévoit de séjourner car le loyer n'est que de 1000 yens par mois, repas compris pour seulement 15 000 yens. Comme il est étudiant et qu'il a un emploi à temps partiel, il a besoin d'un endroit bon marché. Les gens préviennent qu'on y a retrouvé autrefois des corps d'étudiants et qu'un fantôme la hante toujours. Mais Kodorashi, qui n'a pas peur des fantômes, décide qu'il peut facilement le chasser. Aux sources chaudes, il se détend jusqu'à ce qu'il sente l'air se refroidir. Une fille apparaît devant lui et il réalise que c'est un fantôme. Bien qu'il soit gêné, il n'a pas peur. La fille fantôme se met à lui lancer des objets, ce qui le fait s'évanouir. Quand Kodorashi se réveille, il se retrouve la tête posée sur les genoux d'une fille. La fille lui dit qu'il est à l'auberge Yuragi. Kodorashi lui demande comment elle connaît son nom. Elle se présente comme Shitose Nakai, la gardienne de l'auberge, qui sait tout sur les clients. Une autre fille, Nonko Arahabaki, arrive et propose qu'ils boivent ensemble pour faire plus ample connaissance. Kodorashi leur dit son nom. Soudain, un couteau vole vers lui, mais il l'évite de justesse. La fille qui l'a lancé est Sajiri Amano, qui l'avertit de ne rien tenter de suspect. Sajiri dit à Nonko de se couvrir puisqu'il y a un garçon. Ensuite, une étrange fille nommée Yaya Fushiguro apparaît de sous un drap et lèche même la joue de Kodorashi, le mettant très mal à l'aise. Yaya explique qu'elle essayait de le soigner, mais s'excuse quand elle voit son malaise. Kodorashi se renseigne sur sa chambre et apprend que c'est la chambre numéro 4. En entendant cela, tout le monde a l'air choqué, mais ne dit rien et s'en va. Plus tard, Kodorashi se rend dans sa chambre, ravi de l'endroit. Mais il remarque quelque chose d'étrange, un truc qui ressemble à une bombe sur le mur, et comprend que la fille fantôme, se cache. Il la sort de là et elle s'excuse, disant qu'elle ne voulait pas lui faire peur. Kodorashi propose qu'ils discutent calmement. Elle se présente comme Yume Yunahana, le fantôme de l'auberge Yuragi. Elle dit que Kodorashi peut la voir parce qu'il est physicien, ce qu'il confirme. Elle lui demande comment elle est et il répond qu'elle ressemble à une lycéenne en yukata. Yuna se sent timide et heureuse parce que d'habitude, les gens ne voient Gyuzno qu'une ombre blanche et s'enfuient. Elle est gênée mais contente qu'il puisse la voir normalement. Yuna rassure Kodorashi et lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'elle n'a pas l'intention de le maudire. Elle explique qu'elle est liée à cette pièce et qu'elle compte y dormir aussi. Elle installe les matelas, ce qui surprend Kodorashi. Mais elle explique que même si elle est un fantôme, elle peut toucher les choses. Kodorashi réalise qu'ils vont partager la chambre et Yuna le confirme. L'acceptant, il dit que ça va alors qu'il s'allonge. Yuna demande pourquoi Kodorashi est venu à l'auberge Yuragi. Kodorashi raconte que depuis sa naissance, il n'arrête pas d'être possédé par différents fantômes, causant des problèmes et rendant les gens malheureux. Il se souvient même avoir été possédé par le fantôme d'un trader qui lui a fait perdre tout son argent, le laissant sans abri. Après avoir surmonté de nombreuses épreuves, il s'est entraîné auprès d'un médium pour apprendre à combattre les esprits et à vivre une vie normale. Mais les gens gardaient toujours leur distance.
Yuna le réconforte, disant qu'elle est heureuse qu'il soit venu car il est la première personne à ne pas avoir peur après l'avoir vu. Kodorishi lui demande alors quel est son dernier souhait, l'avertissant que les fantômes qui restent trop longtemps dans le monde des humains peuvent devenir maléfiques. Yuna lui demande s'il s'inquiète pour elle, mais soudain, un rat apparaît. Ce qui l'effraie, elle projette accidentellement Kodorashi en l'air avec ses pouvoirs. Kodorashi crie de descendre, mais finit par tomber sur Yuna, ce qui l'effraie encore plus et la fait le jeter par la fenêtre. Yuna le ramène rapidement à l'intérieur et s'excuse. Pendant ce temps, on voit un homme observer Yuragi de l'intérieur. Le lendemain, Kodorashi s'inquiète pour l'avenir de Yuna tout en travaillant à son emploi à temps partiel. Il remarque l'homme qui observe l'auberge et réalise qu'il peut voir Yuna. Cet homme se révèle être un moine du clan Gunon. Le moine entre dans la chambre de Yuna et commence à l'attaquer, disant qu'il est venu la libérer et l'envoyer au paradis. Yuna insiste sur le fait qu'elle ne veut pas encore partir car elle a encore beaucoup de choses à faire. Kodorashi utilise ses pouvoirs pour briser les cordes qui retiennent Yuna. Le moine rappelle à Kodorashi qu'il a lui aussi été formé pour envoyer les esprits au paradis. Mais Kodorashi défend Yuna, disant que c'est leur chambre, et demande comment le moine est entré. Quand le moine insiste pour emmener Yuna de force, Kodorashi lui donne un violent coup de poing, le mettant KO. Kodorashi explique à Yuna que même si elle ne veut pas partir, si elle reste trop longtemps, elle risque de devenir maléfique. Yuna promet qu'elle ira bientôt au paradis, mais demande encore un peu de temps. Kodorashi promet de l'aider à réaliser son dernier souhait et de la laisser partir avec le sourire. Yuna le remercie, disant que personne ne l'a jamais défendu auparavant. Kodorashi plaisante en disant que rester pour 1000 yens par mois est une excellente affaire de toute façon. Yuna promet de l'aider aussi s'il en a besoin un jour. Soudain, le moine recommence à se relever, alors que Kodorashi met Yuna en garde. Il appuie accidentellement sur son ballon, ce qui la gêne. Plus tard, des bruits étranges mènent Kodorashi au bain où il tombe sur les filles. Les filles se mettent en colère. Mais Yuna explique le malentendu. Sajiri, en apprenant l'histoire du ballon, se fâche encore plus et attaque Kodorashi, tandis que Yuna se sent très coupable. On voit Yuna et Kodorashi. Où, une fois de plus, Yuna a mis Kodorashi à la porte, ce qui le rend très triste, et Yuna s'excuse auprès de lui. Se sentant contrarié, Kodorashi dit que cela ne doit plus se reproduire et suggère de s'enchaîner pour éviter de tomber dans l'eau. Sajiri propose de l'attacher elle-même. Kodorashi s'excuse pour ce qui s'est passé la veille, expliquant qu'il n'avait aucune mauvaise intention. Sajiri l'avertit qu'il a eu de la chance hier, mais que si cela se reproduit, elle le tuera. Yuna le défend, disant que c'était de sa faute si elle s'était cachée et que Kodorashi l'avait en fait sauvée. Sajiri est surprise d'apprendre que Kodorashi est physicien. Kodorashi plaisante en se demandant s'ils sont de vieux fantômes, mais Nanko lui assure qu'ils sont vivants, allant même jusqu'à soulever sa robe pour le prouver. Gêné, Kodorashi dit qu'il n'est pas nécessaire de confirmer de cette façon. Yuna essaie aussi de montrer sa jambe, mais Kodorashi lui rappelle qu'il sait qu'elle est un fantôme. Il pense que lorsqu'une âme reste trop longtemps dans le monde des humains, il est difficile de dire si elle est humaine ou un esprit. Nanko insiste sur le fait qu'il peut clairement voir qu'elle est humaine. À ce moment-là, Sajiri attaque Kodorashi et il proteste, demandant pourquoi. Sajiri dit que son visage lui rappelle une bête qui pourrait blesser Yuna. Yuna dit timidement qu'il n'a encore rien fait de mal. Nanko le taquine en disant qu'il a dû se passer quelque chose entre eux. Sajiri attaque à nouveau, tandis que Kodorashi insiste sur son innocence. Sajiri dit que quelqu'un comme lui devrait vivre dans une grotte, mais Kodorashi rétorque que les grottes sont inondées pendant la pluie. Yuna lui dit d'arrêter de plaisanter. Kodorashi dit qu'il n'a pas l'intention de partir et promet d'aider Yuna à aller au paradis joyeusement. Alors Nakai arrive, souhaitant à tous bonjour et rappelant à Kodorashi de payer les frais de repas mensuels. Kodorashi promet qu'il paiera avec l'argent de son travail à temps partiel. Après son départ, Kodorashi dit à Nanko que Nakai a peut-être l'air petite, mais qu'elle en connaît un rayon et que c'est l'aîné. Soudain, Yaya surgit d'une couverture, surprenant Kodorashi. Il remarque ses yeux de chat et qu'elle ne porte qu'une culotte, ce qui le met très mal à l'aise. Sajiri l'attaque à nouveau et Koborashi se demande ce qu'il a encore fait de mal. Yaya dit qu'il ne sert à rien de lui cacher quoi que ce soit puisqu'il est physicien. Alors Nakai apparaît, demandant ce qui se passe. Koborashi, confus, demande qui elle est. Nakai suggère qu'ils se présentent tous à nouveau.
Mais avant qu'ils ne puissent non le faire, un bruit à l'extérieur attire leur attention. Ils voient que c'est le moine Koborashi, vaincu plus tôt, qui est revenu avec des compagnons. Le moine ordonne à son groupe de tuer tout le monde, les traitant de fantômes. Certains moines hésitent, craignant de blesser des filles et des enfants, mais sont tentés par les paroles du moine. Sajiri reste ferme et utilise sa technique d'extermination de démons de l'école Armino pour les vaincre. Nanko attaque aussi en créant une boule à partir d'un homme. Yuna explique que Nanko est forte quand elle est ivre parce qu'elle est une descendante de Shutenduji. Yaya sort son gros chat, qui joue brutalement avec les moines. Finalement, Nakai les bénit tous et arrête le combat. Kokorashi demande ce qu'elle a fait. Et bientôt tout le monde commence à recevoir des appels. Quelqu'un gagne à la loterie. La petite amie de quelqu'un revient, et la famille de quelqu'un l'accepte. Grâce à ça, tout le monde part joyeusement. Yuna explique à Kokorashi que Madame Nakai s'occupe d'eux depuis des années et qu'elle a le pouvoir de changer la chance des gens. Sajiri explique que Madame Nakai transforme la malchance en chance, mais prévient qu'il vaut mieux ne pas utiliser toute sa chance d'un coup. Ils accueillent tous chaleureusement Kokorashi à nouveau, et Yuraji dit que ce n'est pas grave. Kokorashi pense que s'il ne fait pas attention, il pourrait finir par aller au paradis avant Yuna. Le lendemain, on revoit Kokorashi et Yuna. Yuna lance accidentellement une bombe au visage de Kokorashi pendant son sommeil. Kokorashi se dit qu'il devrait partir avant que Yuna ne se réveille. Mais Yuna se réveille, se voit au-dessus de lui et utilise ses pouvoirs pour le jeter par la fenêtre. Plus tard, Yuna s'excuse et Kokorashi lui pardonne. Plus tard, Kokorashi voit un chat courir dans le couloir et réalise que c'est en fait Yaya, qui peut se transformer en chat. Elle grimpe sur lui et se comporte mal, ce qui le met très mal à l'aise. Après un certain temps, le chat rassemble tout le monde et dit qu'il y a beaucoup de votes pour expulser Kokorashi, mais qu'ils vont régler ça en jouant au ping-pong. Le gagnant pourra punir le perdant. Kokorashi dit qu'il n'aime pas le ping-pong, mais Sajiri l'accuse de trouver des excuses. Yuna avoue qu'elle ne connaît pas bien les règles et Kokorashi lui dit que ce n'est pas grave. Ils peuvent jouer comme ils veulent. Le jeu commence. Yaya sert en premier, mais Kokorashi marque facilement un point, surprenant tout le monde. Yuna le félicite joyeusement. Kokorashi explique qu'il a été possédé par un entraîneur de ping-pong et entraîné au niveau national. Voyant ses compétences, Sajiri utilise ses clones pour l'attaquer avec plusieurs balles à la fois. Pendant ce temps, Yuna est gênée parce que Sajiri dit des choses bizarres sur elle et Kokorashi. Yuna essaie de le défendre, mais sa gêne permet à Sajiri de marquer des points. Malgré la pression, Yuna et Kokorashi commencent lentement à gagner. Yuna finit par surmonter sa gêne et se sent plus forte. Sajiri attaque de nouveau et Kokorashi rate une balle, donnant des points à Sajiri. Yuna réfléchit attentivement au meilleur moment pour utiliser ses pouvoirs. Sajiri avertit Kokorashi qu'il doit quitter Yuragi et frappe une autre balle. Au bon moment, le yukata de Yuna glisse, l'embarrassant énormément, et ses pouvoirs envoient accidentellement tout voler. Kokorashi lui dit qu'ils ont déjà gagné et d'arrêter. Mais Yuna, trop gênée, ne l'écoute pas. Une fois que les choses se calment, ils commencent à nettoyer. Comme ils ont gagné, Kokorashi n'a pas à quitter l'auberge. Yaya et Sajiri promettent de ne plus essayer de le jeter dehors, mais l'avertissent de ne pas faire de bêtises. Kokorashi promet et dit qu'il n'a rien fait exprès. Yuna essaie de les aider à porter des choses lourdes, mais glisse et tombe sur leur ballon, ce qui les met en colère. Ils le tabassent. Le lendemain, Kokorashi se réveille en flottant dans les airs, grâce au pouvoir de Yuna, et quand Yuna se réveille, ils tombent tous les deux. Yuna dort à son réveil. Elle remarque que Kokorashi a disparu et se met à sa recherche. Elle dit à Nakai qu'elle ne trouve pas Kokorashi et craint qu'il ne commence à la détester. Triste, Yuna décide de partir, mais Nakai la rassure en lui disant que Kokorashi est juste allé assister à sa cérémonie d'entrée au lycée. Pendant ce temps, Kokorashi arrive à son nouveau lycée. Pensant que ce sera un nouveau départ pour lui, il se souvient qu'au collège et au primaire, il était possédé par des fantômes chaque fois qu'il essayait quelque chose, ce qui l'a poussé à commencer l'entraînement spirituel très tôt. Maintenant, il est assez fort pour vaincre les fantômes d'un seul coup de poing. Alors qu'il est là, Yuna apparaît et lui dit qu'elle est venue célébrer son premier jour de lycée. Dans la salle de classe, Kokorashi rencontre un nouvel ami nommé Satoshi Hiro, qui lui fait remarquer que Chizuki Miyazaki est dans la même classe. Quand Kokorashi demande qui elle est, Satoshi désigne une fille en orange et explique qu'elle a refusé une grosse offre de mannequinat.
Kokorashi voit ensuite Yuna observer attentivement la jupe de Miyazaki. Avant qu'il ne puisse l'arrêter, Yuna soulève la jupe de Miyazaki, exposant ses sous-vêtements devant tout le monde. Les élèves se mettent en colère et blâment Kokorashi. Bien qu'il essaie de s'expliquer, personne ne l'écoute. Quand Komorashi demande à Yuna pourquoi elle a fait ça, elle répond qu'elle voulait seulement observer la tenue de Miyazaki pour pouvoir la copier et se changer avec quelque chose de similaire. Kokorashi réalise que Yuna devait être sans vêtements jusqu'à présent, et quand Yuna le remarque aussi, elle devient extrêmement gênée, ce qui fait que ses pouvoirs deviennent incontrôlables et craint le chaos dans la classe. Le professeur entre et gronde tout le monde, leur rappelant de bien se tenir puisque c'est le premier jour d'école. Pendant les présentations, Kokorashi se blâme pour la gêne de Miyazaki et s'excuse. Il se présente comme Fuyuzora Kokorashi, un médium capable de contrôler les fantômes, et explique que le problème précédent était dû à un fantôme qui l'accompagnait. Il promet que de tels accidents ne se reproduiront plus. Cependant, les élèves ne le croient pas et pensent qu'il cherche des excuses. Kokorashi propose d'aider quiconque aurait des problèmes de fantômes. Après le cours, il se sent coupable et s'excuse auprès de Yuna, mais elle le réconforte en lui disant que ce n'est pas de sa faute. Plus tard, Miyazaki s'approche de Kokorashi et lui demande de parler. Kokorashi pense qu'elle veut se plaindre de l'incident de la jupe et s'excuse, mais Miyazaki dit qu'elle l'a en fait appeler pour une autre raison. Elle lui raconte qu'il se passe des choses étranges chez elle, surtout quand elle prend un bain, et que ses jouets flottent dans les airs. Gênée mais sérieuse, elle lui demande de l'aide. Kokorashi accepte, disant qu'il devrait aller voir l'endroit. Miyazaki l'emmène dans sa chambre et se sent nerveuse parce que c'est la première fois qu'elle laisse un garçon entrer. Elle confirme que les phénomènes de lévitation se produisent ici, mais se demande si elle peut vraiment lui faire confiance. Kokorashi demande si les peluches sont la cause du problème et Miyazaki explique qu'elle soupçonne qu'un esprit les a possédés, les faisant agir bizarrement. Kokorashi accepte de l'aider et Miyazaki lui demande s'il va chasser l'esprit grâce à ses pouvoirs. Au lieu de ça, Kokorashi commence à frapper les jouets, ce qui met Miyazaki très en colère parce qu'elle les aime. Elle frappe Kokorashi en retour et il commande sa force. Il explique qu'il frappait les jouets pour forcer l'esprit à sortir. Mais Miyazaki commence à douter qu'il soit un véritable médium, puisqu'aucun esprit n'apparaît. Kokorashi commence à soupçonner que les jouets sont contrôlés de l'extérieur, car même après tant de coups, aucun esprit ne se manifeste. Il fait venir Yuna pour vérifier et Miyazaki lui demande s'il peut vraiment la voir. Kokorashi le confirme, en disant que les gens normaux ne le peuvent pas. Alors que Yuna examine les jouets, ils commencent à bouger sauvagement, l'effrayant tellement qu'elle utilise ses pouvoirs pour les faire exploser, faisant accidentellement tomber Kokorashi sur Miyazaki. Maya, furieuse, les jette tous les deux dehors. Plus tard, Miyazaki se sent coupable de s'être autant énervé et se demande si les jouets pourraient vraiment bouger tout seuls. Soudain, les jouets l'attaquent, déchirant ses vêtements. Elle essaie de les arrêter, mais ils ne l'écoutent pas enfin. Kokorashi arrive juste à temps, repousse les jouets et vérifie si Miyazaki va bien. Elle dit qu'elle va bien et Kokorashi défie quiconque est derrière tout ça. Un monstre apparaît et Miyazaki suggère qu'il s'enfuit parce qu'il a l'air énorme. Mais Kokorashi se cache puis frappe le monstre violemment, le vainquant. Quand Yuman demande une explication, une fillette de 10 ans nommée Koyuzu Shigaraki se montre. Elle explique qu'elle vient d'un village de ratons laveurs magiques et qu'elle a été renvoyée après 10 ans parce qu'elle ne parvient toujours pas à se déguiser complètement en humaine. Elle dit qu'elle vivait seule dans un temple et qu'elle utilisait une feuille magique pour alimenter les jouets. Essayant de terminer sa transformation, Koyuzu admet que la seule chose qu'elle ne peut pas copier, c'est la poitrine humaine ou les ballons, et demande à voir Miyazaki pour enfin terminer sa forme. Miyazaki, un peu timide, accepte et soulève légèrement son haut pendant que Koyuzu l'examine attentivement. Miyazaki, gêné, demande à Kokorashi s'il a vu quelque chose, et il lui promet que non. Plus tard, Kokorashi amène Koyuzu vivre à l'auberge Yuragi. Le lendemain, Kokorashi et Yuna vont à l'école ensemble. Kokorashi demande comment un fantôme comme Yuna peut quitter Yuragi, et elle explique qu'à cause d'une erreur, elle peut se déplacer pendant la journée, mais doit toujours rester à Yuragi pour dormir. Il rencontre Miyazaki, qui s'enquiert de Koyuzu. Kokorashi lui dit que Koyuzu vit maintenant avec eux, et qu'elle aime toujours vérifier la poitrine de tout le monde. Maya rit et remercie Kokorashi en lui offrant des biscuits. Kokorashi est touché et dit que c'est le plus beau cadeau qu'il ait jamais reçu. Miyazaki sourit et s'en va,
Tandis que Kokorashi dit à Yume qu'il lui est reconnaissant de l'avoir aidé à se faire de nouveaux amis, on voit un monstre tirer les cheveux de quelqu'un, mais Sajiri apparaît et le vainc en utilisant sa technique de ninjutsu de chasse aux démons. Elle dit à sa partenaire, Yurara, qu'elle a tué le monstre mangeur de cheveux et terminé la mission. Sa partenaire mentionne qu'un jeune médium spirituel va bientôt arriver dans leur village, ce qui amène Sajiri à se demander pourquoi il est nécessaire. La partenaire explique que ce garçon est très important pour elle. Le lendemain, à l'école, Yuna aperçoit Sajiri et Korashi lui demandent ce qu'elle fait là. Yuna lui dit que Sajiri est aussi en première année, ce qui surprend Korashi, car il n'en avait aucune idée. Leur ami, un garçon, les rejoint et dit que Sajiri était très populaire quand elle est entrée au collège. Mais les gens l'ont évité après avoir vu sa force et son comportement garçon manqué. Yuna explique que Sajiri a étudié dans une école de filles pendant son enfance. C'est pourquoi elle n'a pas l'habitude d'être entourée de garçons. Sajiri s'approche alors et demande à Korashi de venir sur la terrasse avec elle pour une discussion privée. Sur la terrasse, elle lui dit que, comme il est médium, elle veut l'engager comme ninja Chuma pour une tâche importante. Ce soir-là, Korashi accompagne Sajiri pour chasser un yukai, bien que Yuna reste en arrière car c'est trop dangereux. En marchant, Korashi remarque deux hommes qui harcèlent Sajiri et essaient de l'aider, mais Sajiri les bat facilement et les effraie. Elle lui tend ensuite un sac de vêtements en expliquant qu'ils doivent s'habiller d'une certaine manière pour la mission. Elle lui raconte que d'étranges incidents se produisent avec des couples dans le parc et que le village de Shuma pense qu'un yukai en est la cause. Puisque le monstre attaque les couples, ils doivent se faire passer pour un couple afin de l'attirer. Korashi demande si leurs vêtements sont spécialement protégés, mais Sajiri répond que non, ce sont juste des vêtements normaux et que s'ils sont attaqués, ils pourraient moins être déchirés. Nerveusement, ils commencent à se promener dans le parc, mais le monstre ne se montre pas avant longtemps. Sajiri est triste, pensant qu'elle n'a pas l'air assez féminine pour attirer le monstre. Korashi l'encourage à ne pas abandonner et suggère qu'ils se tiennent de la main pour avoir l'air plus convaincant. Sajiri accepte et bientôt l'araignée noire apparaît, créant du brouillard et déchirant leurs vêtements. Korashi utilise ses pouvoirs pour dissiper le brouillard, les sauvant d'une plus grande gêne. L'araignée géante se montre et Sajiri la détruit avec sa technique de ninjutsu anti-démon. Mais ensuite, elle tombe accidentellement sur Korashi, se sentant très gênée. Plus tard, Korashi appelle Sajiri pour dîner. Avant qu'elle n'arrive, Yaya descend les escaliers mais glisse, et le dieu chat la rattrape. Sajiri explique que les dieux chats protègent instinctivement leurs hôtes, et que lorsqu'un dieu chat possède quelqu'un, cela lui donne des pouvoirs de combat. Elle dit que le dieu chat était déjà à l'intérieur de Yaya, juste endormi, et qu'il s'est récemment réveillé après un événement spécial. Peu importe à quelle distance le dieu chat s'éloigne de Yaya, il revient toujours vers elle, ce qui, selon Sajiri, est dû à l'amour. À ce moment-là, Koizu dit joyeusement qu'il adore manger la délicieuse cuisine de Madame Nikkei tous les jours, et Nikkei le remercie chaleureusement de l'avoir dit. Nikkei dit aussi à tout le monde qu'elle va participer au voyage annuel de l'Association des sources chaudes. Sajiri la rassure en lui disant qu'elles ont déjà prévu de se partager les tâches de cuisine pour pouvoir continuer à bien manger pendant son absence, et Nikkei les remercie pour leur aide. Le lendemain du départ de Nikkei, c'est au tour de Yaya de cuisiner, mais elle sert de la nourriture pour chat à tout le monde. Les autres lui font remarquer que c'est de la nourriture pour animaux, mais Yaya demande innocemment s'ils ne sont pas des animaux aussi, disant que la nourriture devrait suffire. Le jour suivant, c'est au tour de Nanko et elle sert des plats préparés et des boissons fraîches, ce qui surprend tout le monde. Le jour d'après, Yuna prépare un repas, annonçant fièrement qu'elle l'a fait elle-même. Mais quand Kobarashi le goûte, il le recrache parce que Yuna a accidentellement utilisé du sucre à la place du sel. Sajiri fait remarquer qu'il semble que personne d'autre ne sache cuisiner correctement à part elle, mais quand elle prépare de la nourriture, l'odeur seule fait s'évanouir tout le monde. Finalement, le jour suivant, on leur sert un délicieux poisson grillé et ils comprennent immédiatement qu'il a été cuisiné par quelqu'un de compétent. Kobarashi admet que c'est lui qui l'a cuisiné, expliquant que pendant 3 ans, il a été possédé par un fantôme de grilleur de poissons qui l'a entraîné. C'est pourquoi il grille si bien le poisson. Après des jours de mauvaise nourriture, tout le monde est très heureux et soulève même Kobarashi en l'air. Quand Nikkei revient de son voyage, elle voit la fête et demande comment ça s'est passé.
Il lui demande comment s'est passé son voyage et elle répond que c'était très bien. Peu après, Yaya commence à suivre Kobarashi partout. Kobarashi le remarque et lui demande si elle a besoin de quelque chose. Mais Yaya ne répond pas. Un jour, elle dort même sur son lit, le laissant surpris. Quelques jours plus tard, alors que Kobarashi prend son bain, Yaya se faufile derrière lui, le surprenant tellement qu'il allume accidentellement la douche, la trempant complètement. Yaya se fâche et le griffe, mais s'excuse ensuite et Kobarashi dit que c'était de sa faute. Yuna explique que Yaya déteste l'eau chaude et vérifie toujours la température avant de se baigner. Kobarashi demande alors gentiment à Yaya de lui dire si elle a besoin de quelque chose. Yuna se souvient que Yaya a commencé à se comporter bizarrement après avoir mangé le poisson grillé. Kobarashi comprend qu'elle en veut probablement plus. Yaya grille ensuite une banane et dit à Sagarin qu'elle aurait simplement demandé du poisson si elle avait mieux connu Kobarashi avant. Plus tard, Kobarashi grille à nouveau du poisson pour Yaya et elle le donne joyeusement à son dieu chat. Montrant que le dieu chat l'adore, Kobarashi sourit, comprenant que Yaya veut juste rendre son dieu chat heureux. Yaya demande s'il va lui griller plus de poissons et Kobarashi promet qu'il le fera quand elle le voudra. À partir de ce moment-là, dès que Yaya veut du poisson, elle se met à le suivre partout. Miyazaki demande à Kobarashi s'il peut décrire à quoi ressemble Yuna. En mentionnant que Yuna sonne comme un nom de fille, Kobarashi confirme et Miyazaki dit qu'elle était curieuse et demande si Yuna est là avec lui en ce moment. Kobarashi répond que oui et Miyazaki demande si elle peut voir Yuna ou prendre une photo avec elle. Mais Yuna refuse. Kobarashi explique à Miyazaki que Yuna n'est pas à l'aise avec les photos. Miyazaki demande ensuite si elle peut parler directement à Yuna parce qu'elle veut la remercier pour l'aide qu'elle lui a apportée lors de l'incident précédent. Kobarashi explique que voir ou parler à des fantômes nécessiterait 10 ans d'entraînement, mais il suggère une méthode plus simple en donnant à Yuna et à Miyazaki un stylo et du papier pour communiquer. Ils commencent à écrire et à se parler pendant le cours. Yuna explique à Miyazaki qu'elle est le fantôme lié à la chambre de Kobarashi et qu'ils vivent ensemble, dormant dans la même pièce, ce qui rend Miyazaki suspicieuse envers Kobarashi. Kobarashi se demande ce qu'il a encore fait de mal. Miyazaki demande à Yuna si elle et Kobarashi sortent ensemble, mais Yuna explique qu'en tant que fantôme, elle ne pense jamais à sortir avec quelqu'un. Miyazaki l'avertit que Kobarashi reste un homme et qu'il pourrait faire n'importe quoi. Mais Yuna l'assure que Kobarashi ne ferait jamais rien de mal. Plus tard, alors que Miyazaki travaille sur quelque chose dans la salle de classe, Yuna l'aide et Miyazaki la remercie, mais Yuna dit que ce n'est rien. Yuna dit aussi à Miyazaki qu'elle est la première personne à qui elle parle depuis si longtemps et s'excuse encore de lui avoir soulevé sa jupe plus tôt. Miyazaki dit que ce n'est pas grave puisque Yuna voulait juste voir son uniforme et autorise même Yuna à l'examiner correctement. En enlevant un peu ses vêtements pour l'aider, Yuna la remercie, reconnaissante. Curieuse, Miyazaki demande à quoi ressemble Yuna et Yuna lui propose de toucher son visage. Quand Miyazaki le fait, elle peut sentir les traits de Yuna. À ce moment-là, Kobarashi arrive pour aider Miyazaki, mais les surprend accidentellement toutes les deux, les faisant tomber et les vêtements de Miyazaki se desserrant un peu. Plus tard, elles vont sur le toit où Yuna se transforme pour leur montrer à quoi elle ressemble en uniforme scolaire. Kobarashi complimente Yuna, disant qu'elle est vraiment bien, mais Miyazaki ne peut toujours pas bien la voir. Miyazaki demande pourquoi Yuna ne peut pas être photographiée, et Yuna explique qu'elle apparaît comme un fantôme effrayant sur les photos. Miyazaki insiste sur le fait qu'elle n'aurait pas peur et prend un selfie, mais Yuna apparaît comme une silhouette fantomatique floue, ce qui la surprend un peu. Yuna lui rappelle qu'elle l'avait prévenu. Malgré tout, Miyazaki retouche la photo en ajoutant une expression mignonne et dit à Yuna qu'elle est magnifique. Yuna la remercie joyeusement. Plus tard, Kogarashi et Yuna retournent à Yuragi-in, où ils rencontrent Nanko, qui leur annonce une bonne nouvelle. Kogarashi plaisante en disant que Nanko est toujours là et se demande comment elle fait pour gérer ses dépenses. À ce moment-là, une autre fille arrive et réprimande Nanko pour avoir disparu et failli manquer ses échéances. Kogarashi lui demande qui elle est et elle se présente comme Harishima Ru, la rédactrice en chef de son sensei, Nanko. Nanko explique alors qu'elle est mangaka et que Ru travaille avec elle. Ru les emmène dans la chambre de Nanko, qui est extrêmement désordonnée, avec des bouteilles de bière et beaucoup de choses qui traînent. Ru explique à Kogarashi que Nanko est en fait l'assistante de son sensei, qui est actuellement à l'hôpital suite à un accident.
Nanko ajoute que la date limite pour le manga actuel est demain et qu'il reste encore beaucoup de pages vides à remplir et à dessiner. Elle demande à Kogarashi de l'aider et il accepte. Alors ils commencent à travailler ensemble. Pendant qu'ils travaillent, Ru remarque les talents de dessinateur de Kogarashi et lui demande s'il a déjà fait ça auparavant. Kogarashi répond qu'il a appris ça quand il était possédé par le fantôme d'un mangaka, bien qu'il n'aurait jamais pensé que Nanko serait impliquée dans le manga parce qu'elle boit toujours autant pendant qu'elle travaille. Nanko est frustrée après avoir relu ses propres écrits, et Ru explique à Kogarashi que Nanko met parfois ses émotions dans ses mangas. Nanko avoue qu'elle est bloquée sur une scène où un garçon agressif attaque le personnage principal et Ru suggère d'utiliser Kogarashi pour des références photographiques. Nanko se déguise en uniforme de lycéenne et demande à Kogarashi de l'attaquer pour les photos. Kogarashi ne comprend pas pourquoi elle porte cette tenue, mais il accepte de l'aider et pose avec elle. Plus tard, Ru oblige même Kogarashi à porter un uniforme de lycéenne pour une autre photo, ce qui le met très mal à l'aise. Après avoir travaillé dur pendant des heures, ils finissent enfin le manga juste à temps pour la date limite et Ru les remercie pour leur aide. Ensuite, Nanko dit à Kogarashi qu'elle était autrefois une chasseuse de yukai comme Sagiri. Elle était sérieuse et forte et a combattu de nombreux yukai, mais un jour, elle a été gravement blessée et a failli mourir. Après cela, elle a réalisé qu'elle avait vécu toute sa vie sans en profiter. Alors elle a décidé de vivre plus librement et d'essayer de nouvelles choses. C'est ainsi qu'elle a découvert son amour pour le manga. Même si elle a parfois l'impression de fuir ses anciennes responsabilités, Kogarashi lui dit qu'il pense qu'elle restera toujours une chasseuse de yukai au fond d'elle. Après un moment, ils terminent le travail et Ru s'en va. Nanko, se sentant fatiguée, dit qu'elle a envie d'une bière fraîche. Kogarashi propose de se joindre à elle et ils boivent ensemble. Mais Nanko s'enivre très vite et commence à faire des bêtises. Serrant Kogarashi fort dans ses bras, les autres filles de l'auberge Yuragi arrivent et demandent si le travail est terminé. Sajiri voit Nanko enlacer Kogarashi et devient suspicieuse, prête à l'attaquer. Mais Yuna l'arrête et explique que Kogarashi n'a rien fait de mal. Nanko est juste ivre. Toujours ivre, Nanko retire son yukata et dit qu'il devrait les fêter ça parce que le travail est terminé. Yuna lui dit vite de le remettre. Mais Nanko dit que ce n'est pas grave. Nikai prépare à manger, après quoi tout le monde s'assoit pour manger, et ils apprécient beaucoup le repas. Ensuite, on voit Yumena et Kogarashi se préparer à partir à l'école, et après leur départ, Nikai leur dit au revoir et reprend son travail. Une fois qu'elle a terminé ses tâches ménagères, elle se change en uniforme de collège et part également pour son collège. La raison pour laquelle elle fréquente le collège et dans quel but sera révélée plus tard dans l'histoire. En chemin, elle remarque Kogarashi et Yuna qui reviennent parce que Kogarashi avait oublié quelque chose. Inquiète qu'il ne la voie se déguiser en collégienne et ne révèle un de son secret. Nikai utilise son pouvoir de manipulation de la chance pour donner de la malchance à Kogarashi, ce qui provoque l'attaque d'un carlin qui l'entraîne loin. La capacité de Nikai est de manipuler la chance et la malchance pour les autres. Mais cela a un prix. Quelle que soit la chance qu'elle apporte aux autres, bonne ou mauvaise, elle se retourne aussi contre elle de manière inattendue. En conséquence, Nikai marche sur un chien qui se met alors à la poursuivre. Elle parvient à rejoindre son collège où de nombreux enfants sont rassemblés, et deux de ses amis la saluent d'un joyeux bonjour. Lorsqu'elle revient, ses amis commencent vite à parler d'idoles et de leur beauté. Et bien que Nikai trouve étrange que des filles de cet âge s'intéressent à de telles choses, elle décide qu'elle veut aussi vivre ce genre de vie normale. Alors elle se joint à la conversation et partage les idoles qu'elle aime. Plus tard, le cours de Nikai commence, où elle termine assidûment son travail scolaire avant d'assister à un cours de dessin en plein air, qu'elle apprécie beaucoup. Pendant ce temps, elle rencontre un vieil homme, le directeur de l'école, qu'elle connaît depuis longtemps. Cet homme avait rencontré Nikai quand elle était enfant, et depuis lors, la vie de Nikai est restée la même, avec le propriétaire d'Uraji Inn veillant sur elle. Le directeur dit gentiment à Nikai qu'il pense que son âge restera toujours celui d'une enfant de 13 ans, mais que ce n'est pas grave car elle devrait profiter de sa vie. L'histoire avance ensuite vers une scène où Nikai et ses amis mangent dans un relais quand des lycéens commencent à les harceler. Nikai suggère discrètement qu'elle devrait en partir, mais comme les garçons ne l'écoutent pas, elle utilise son pouvoir de malchance sur eux. À ce moment-là, Kogarashi arrive et demande aux garçons ce qu'ils font.
Comme ils l'ignorent aussi, Kogarashi les tabasse violemment et les garçons s'enfuient avant que Kogarashi ne puisse la reconnaître. Nikai cache son visage. Les amis de Nikai remercient Kogarashi, qui dit simplement que ce n'est rien et part pour son travail à temps partiel. Plus tard dans la nuit, Kogarashi retourne à Uraji Inn, où Nikai l'accueille chaleureusement. L'histoire fait ensuite un petit saut dans le temps, montrant que Kogarashi a du mal à comprendre ce que les gens font lors de leur dernier rendez-vous. Dans un flashback, on apprend que Yuna ne se souvient toujours pas de son dernier souhait avant de mourir. Quand Nikai demande à Yuna s'il y a un endroit qu'elle aimerait visiter, Yuna répond qu'il n'y en a aucun. Comme Yuna n'a pas d'endroit particulier où aller, Nikai lui offre un billet et suggère qu'elle et Kogarashi s'y rendent. Comme cadeau de sa part, elle leur dit à tous les deux de profiter de leur rendez-vous. Mais aucun d'eux ne sait vraiment comment se déroule un rendez-vous. Ils arrivent sur place, ne sachant pas quoi faire, mais finissent par entrer dans l'hôtel. Kogarashi tend 2 billets à la réceptionniste et explique que sa partenaire l'accompagne, même si personne d'autre ne peut voir Yuna, ce qui fait craindre aux gens qu'il ne soit fou, après avoir tant bien que mal dissipé la confusion. Il se dirige vers la piscine, qui est extrêmement bondée, ce qui surprend Kogarashi. Il prévoit d'aller aux sources chaudes le soir, et Yuna montre une boutique où ils peuvent louer des maillots de bain. Au magasin, Yuna a du mal à trouver un maillot de bain qui lui plaît et demande à Kogarashi d'en choisir un pour elle. Par erreur, il en sélectionne un embarrassant, ce qui le met mal à l'aise. Il dit à Yuna qu'elle n'est pas obligée de le porter, mais elle insiste pour l'essayer puisqu'il l'a choisi. Cependant, il ne lui plaît pas et elle se change pour en mettre un autre. Kogarashi complimente son nouveau maillot de bain, disant qu'il lui va bien, puis lui demande si elle sait ce que font les couples normaux en rendez-vous. Yuna explique qu'ils mangent ensemble, prennent des photos et font beaucoup d'activités différentes. Kogarashi essaie d'acheter des glaces pour les couples, mais comme personne ne peut voir Yuna, les autres ont l'impression qu'il est seul, ce qui l'embarrasse. Il décide déjà de partir, et lorsque Kogarashi tente de se faire prendre en photo, l'exigence pour les couples le rend encore plus triste car, encore une fois, personne ne peut voir Yuna. Ils décident ensuite de faire un tour de toboggan aquatique. Yuna y va en premier, mais s'arrête à mi-chemin. Et quand Kogarashi la suit, il la percute, ce qui les fait tomber tous les deux dans l'eau. Kogarashi s'évanouit, et quand il reprend conscience, il se retrouve dans sa chambre avec Yuna devant lui. Kogarashi s'excuse auprès de Yuna, pensant qu'il a gâché cette journée, son dernier souhait, mais Yuna le rassure en lui disant que ce n'est pas grave. Il visite ensuite la source chaude et profite de l'atmosphère relaxante. Kogarashi remarque que l'endroit est très agréable et Yuna est d'accord, souhaitant qu'ils aient pu le visiter ensemble avec tous les habitants de l'auberge Yuragi. Elle remercie Kogarashi pour tout ce qu'il a fait pour elle ce jour-là et lui confie qu'elle a toujours voulu avoir un rendez-vous avec quelqu'un. Quand Kogarashi lui demande si elle aime les rendez-vous, Yuna admet que oui, mais dit qu'elle ne veut pas que Kogarashi se sente obligé de faire ces choses. Kogarashi la rassure en lui disant qu'il ne s'est jamais senti forcé. Yuna exprime son souhait de retourner à la source chaude, mais la prochaine fois avec un Kogarashi normal et joyeux. En entendant cela, Kogarashi promet qu'à partir de maintenant, il ne se forcera plus du tout. On voit un homme à qui 2 filles demandent s'il peut les prendre en photo. L'homme, qui s'appelle Ryuva Genshiro, remarque que les gens ici sont si stupéfaits. Quand les filles demandent ce que cela signifie, il explique qu'il peut clairement voir leur intention et l'accepte, déclarant qu'à partir d'aujourd'hui, elles rejoindront toutes les deux sa collection de concubines. Genshiro lèche les épaules des 2 filles, mais alors une fille nommée Oboro Shinto apparaît et dit à son maître d'arrêter de se comporter de manière éhontée. Elle le gronde, lui demandant quand il changera enfin ses habitudes. De plus, elle explique que ces 2 femmes étaient d'une banalité extraordinaire et ne méritaient pas d'être les épouses de Genshiro. Genshiro répond que c'est facile à dire pour elle, mais très difficile à faire pour lui, expliquant que les belles jeunes filles pleines d'énergie spirituelle sont très rares. L'histoire se déplace ensuite au matin, où Kogarashi se réveille et voit Yuna près de lui, gênée quand elle ouvre les yeux et voit leur position. Yuna jette instinctivement Kogarashi par la fenêtre et dans la rivière. Plus tard, Saduri et Yaya, revenant d'un restaurant, voient Yuna Tenouna Moi. Yuna, très triste. Elle lui demande pourquoi elle a l'air contrariée, et Yuna leur dit qu'elle a encore jeté Kogarashi dans la rivière. Saduri minimise, disant que ce n'est pas nouveau et qu'il ne faut pas trop y penser.
Yuna insiste sur le fait qu'elle se sent mal et parle de sauter dans la rivière en guise de punition. Mais Saduri lui dit que cela ne changera rien. Yaya propose de lui enseigner la technique secrète d'atterrissage intestin de chat pour aider Kogarashi, mais Yuna reste rongée par la culpabilité. Pensant qu'elle n'a pas changé du tout, Yaya la rassure en lui disant qu'elle a beaucoup changé depuis l'arrivée de Kogarashi. Madame Nikai mentionne ensuite la sauce soja que Kogarashi utilise tous les jours, et s'il n'en a pas, il pourrait y avoir un problème. Yuna se porte volontaire pour la livrer immédiatement à Kogarashi, et les autres reconnaissent les progrès de Yuna, se réjouissant pour elle. Nanko arrive alors, taquinant Yuna sur son sentiment de solitude et promettant de s'occuper de tout le monde. Pendant ce temps, Kogarashi et Kuyuzu discutent du bruit quotidien de chaque matin et Yuna apparaît, offrant des sources chaudes à Kogarashi. Kogarashi la remercie et Kuyuzu remarque que chaque fois qu'il les voit ensemble, ils ressemblent à un couple marié. Kogarashi plaisante en demandant qui voudrait d'une femme qui le jette dans la rivière tous les matins. Yuna avoue timidement qu'elle se sent responsable, car c'est la première fois qu'elle fait les courses équiteuses avec Kuyuzu et elle veut la soutenir. La scène se déplace ensuite sur Genshiro et Oboro Shinto, qui parlent de combien ils s'amusent aux sources chaudes. Genshiro aborde une autre fille, la déclarant sa concubine, et Oboro, furieuse, lui donne un violent coup de poing, lui disant qu'elle en a marre de lui expliquer les choses. L'attention de Genshiro se porte ensuite sur Yuna, qui revient des courses avec Kuyuzu. Captivé par elle, il s'approche pour se présenter. Kuyuzu se prépare à l'affronter, mais Yuna l'arrête, disant qu'elle ne devrait non pas parler aux inconnus et suggérant qu'elle parte. Genshiro s'adresse directement à Yuna, la surprenant. Yuna précise qu'elle est l'esprit lié à Yuraiji, mais Genshiro insiste, complimentant son nom et sa beauté et se rapprochant de manière inconfortable. Gênée, Yuna tente de résister, mais Genshiro remarque qu'elle possède exactement le pouvoir spirituel qu'il désire et il se met à voler dans les airs grâce à ses pouvoirs. Genshiro annonce alors à Yuna qu'à partir d'aujourd'hui, il l'accepte comme épouse, mais Yuna refuse. Disant qu'elle ne peut pas être sa femme, Genshiro insiste en disant qu'elle existe dans ce monde pour l'épouser et que son énergie spirituelle est parfaite. Gênée, Yuma commence à utiliser ses pouvoirs, mais ils n'ont aucun effet sur Genshiro. Kuyuzu tente d'intervenir, expliquant qu'on ne peut pas emmener Yuna car elle est la petite amie de Kogarashi. Quand Genshiro demande qui c'est, Kuyuzu lui dit que c'est un garçon qui vit dans la même chambre que Yuna et qu'ils ont passé beaucoup de bons moments ensemble. En entendant cela, Genshiro se met en colère mais se contrôle et commence à emmener Yuna dans son château. Kuyuzu essaye de sauver Yuna, mais Oro l'attaque. Yuna lui dit alors de ne rien lui faire et accepte de suivre Genshiro. Avant qu'ils ne partent, Kuyuzu jure que, où qu'ils emmènent Yuna, elle viendra la sauver. Oro les nargue, disant qu'aucun humain ne peut tenir tête à son maître car c'est un dieu dragon qui règne sur le lac Dragon Grace de Shino. Et ils partent, tandis que Kuyuzu regarde, impuissante. Plus tard, Saduri et Kogarashi reviennent de l'école et voient Kuyuzu, l'air très triste. Ils lui demandent ce qui s'est passé, et elle leur raconte tout. Kuyuzu décide d'aller secourir Yuna, et Kuyuzu insiste pour l'accompagner, mais Saduri les arrête, les avertissant que le dieu dragon noir est vénéré comme un dieu, et que même son clan n'oserait pas s'opposer à lui. Malgré l'avertissement, Kuyuzu déclare qu'il ira seul pour sauver Yuna. Kuyuzu dit qu'elle aidera, non pas en tant que ninja, mais en tant qu'amie de Yuna. Pendant ce temps, Yuna est torturée par Genshiro, qui utilise ses pouvoirs pour la faire porter sans cesse de nouveaux vêtements. Pleurant de plaisir devant ce spectacle, Yuna lui demande pourquoi il pleure, mais il continue de l'habiller jusqu'à ce qu'Oboro le frappe et lui rappelle que Yuna a encore du travail à faire avant de devenir sa femme. Yuna déclare fermement qu'elle n'a aucune intention de l'épouser. Oboro rejette ses protestations, disant qu'il est inutile de résister. Genshiro interroge Yuna, lui demandant si elle s'inquiète pour l'homme qui partage sa chambre et suggérant qu'elle doit avoir une relation spéciale avec lui. Yuna le nie, expliquant qu'elle ne fait que lui causer des ennuis et qu'elle ne peut jamais l'aider. Oboro lui dit qu'il est préférable qu'elle se marie et s'installe ici, afin que Kogurashi n'ait plus de problème. Pendant ce temps, Kogurashi et Sajiri trouvent un chemin vers le château du dieu dragon noir. Ils commencent à explorer la zone, et quand Sajiri se change, Kogurashi la voit accidentellement, ce qui pousse Sajiri à le réprimander pour ses pensées.
Alors qu'ils se cachent, un garde entend leur conversation, et Sajiri est forcé de l'assommer. Sajiri ordonne à Kogurashi de trouver un moyen de détruire le château pendant qu'elle sauve Yuna, mais Kogurashi charge indirectement, exigeant qu'il rende Yuna. Les gardes le maîtrisent et le capturent, l'amenant devant Genshiro. Genshiro lui demande pourquoi il est venu, et Kogurashi déclare fermement qu'il veut récupérer Yuna, et demande pourquoi Genshiro l'a kidnappée. Genshiro se tient devant Kogurashi et se demande ce qu'il devrait faire de lui. Kogurashi interroge Genshiro sur son mariage avec Yuna, demandant s'il est même possible d'épouser un fantôme. Genshiro explique que depuis les temps anciens, les dragons épousent différentes races et ont des enfants avec elles, soulignant que l'énergie spirituelle est la chose la plus importante et que même sans corps, des enfants peuvent être produits. Genshiro demande alors s'il est vrai que Kogurashi et Yuna ont passé beaucoup de bons moments ensemble et passent toute leur nuit ensemble. Kogurashi le nie, disant qu'ils n'ont rien fait de tel, mais Genshiro ne le croit pas, profitant de la situation. Kogurashi insinue que, bien qu'ils n'aient pas encore fait ça, ils ont fait beaucoup de choses intéressantes et pourraient le faire à l'avenir, blessant encore plus Genshiro. Pendant ce temps, Saduri trouve l'endroit où Yuma est cachée et se précipite pour l'aider. Yuna demande pourquoi Saduri est là et Kuyuzu explique qu'ils sont venus avec Kogurashi pour la secourir. Yuna les met en garde contre la puissance écrasante de leurs ennemis, mais Saduri insiste sur le fait que des amis ne peuvent même pas s'abandonner. Oboro attaque Saduri, déchirant des parties de ses vêtements, mais Saduri riposte et parvient également à déchirer les vêtements d'Oboro. Au milieu du chaos, Yuna exhorte Kogurashi à s'échapper, ce qu'il fait pendant que Saduri affronte Oboro chez Kogurashi. Genshiro se prépare à le torturer, exigeant une fois de plus de savoir ce qu'il a fait à Yuna. Kogurashi insinue sournoisement qu'ils ont partagé quelque chose de spécial, blessant Genshiro, qui ordonne à ses hommes de le torturer. Oboro arrive alors avec Saduri et Yuna. Oboro suggère à Genshiro que Saduri, étant pleine d'énergie spirituelle, pourrait aussi devenir sa femme. Genshiro accepte et déclare Saduri comme concubine, ce qui met Kogurashi encore plus en colère. Yuna implore leur libération, offrant de faire tout ce que Genshiro exige s'il les laisse partir. Elle dit à Kogurashi qu'elle épousera Genshiro et qu'il devrait rentrer chez lui. Kogurashi, cependant, refuse et insiste pour répondre à la question précédente de Genshiro, affirmant que lui et Yuna ont effectivement partagé de nombreux moments intimes. Yuna le nie immédiatement, mais Genshiro, aveuglé par la rage, attaque Kogurashi et le projette contre la paroi de la grotte, le blessant gravement. Bien qu'il le croie fini, Kogurashi se relève et déclare qu'il va montrer sa force et reprendre Yuna par la force. Genshiro et ses hommes se moquent de lui, le prenant pour un illuminé. Genshiro se vante de passer une nuit agréable avec ses femmes et d'envoyer une photo à Kogurashi, mais avant qu'il ait pu finir, Kogurashi lui assène un puissant coup de poing dans l'estomac, le faisant voler et le laissant inconscient. Kogurashi révèle qu'un fantôme doté d'énergie spirituelle l'avait autrefois possédé, et qu'après un entraînement rigoureux et non désiré, il l'avait rendu si puissant qu'il pouvait vaincre n'importe qui, sauf les femmes. Tout le monde est stupéfait par sa force. Kogurashi dit à Oboro de se dépêcher de libérer Sajiri et Yuna, mais Oboro refuse. Kogurashi accepte cela et dit à Sajiri que cela ne faisait pas partie du plan, mais qu'elle devra peut-être le frapper. Oboro, cependant, insiste pour que ce soit elle qui le tue. Oboro attaque et le domine d'abord, mais elle sait que si Kogurashi place un seul coup de poing, elle sera vaincue. Kogurashi s'apprête à frapper, mais, remarquant les cheveux d'Oboro, réalise que c'est une femme et hésite, refusant de la frapper. À ce moment précis, Nanko arrive et saisit la main d'Oboro. Kuyuzu explique à Yuna que lorsqu'elle s'enfuyait, elle a rencontré Yaya et Nanko, qui étaient venus la chercher, et mentionne que Madame Nakai voulait venir aussi, mais elles l'en ont empêché. Madame Nakai a le pouvoir de manipuler la chance, tout comme le dieu dragon, qui peut contrôler les précipitations. C'est pourquoi il est vénéré. Avant qu'il ne puisse agir, quelqu'un avait déjà vaincu le chef de l'ennemi. Nanko suggère qu'ils rentrent tous à la maison, mais Oboro attaque et déclare qu'ils deviendront tous des épouses du clan Ryuga. Kobarashi tente de raisonner, suggérant qu'ils en discutent calmement, mais Oboro insiste sur le fait que, pour le bien du clan Ryuga, elle doit se marier.
Kobarashi dit qu'une solution pourrait être trouvée sans se battre, mais que le combat est la seule voie, et qu'il est prêt. Oboro doute que Genshiro accepte pacifiquement, mais Kobarashi affirme avoir un plan. Ils essaient ensuite de réveiller Genshiro, à qui Oboro dit, à son réveil, que son coup de poing a vaporisé Kobarashi, et qu'il s'est évanoui après. Quand Genshiro lève les yeux, il voit Yuna et Sajiri s'élever, croyant que leur dernier souhait a été exaucé. En réalité, Kobarashi crée une illusion. Sajiri doute qu'il y croit, mais Genshiro y croit, pensant que le dernier souhait de Yuna était de l'épouser. Yuna se dit que rester et l'épouser aurait peut-être été mieux pour éviter de causer plus de problèmes à Kobarashi. Kobarashi lui dit que, même si elle cause des problèmes, il n'aurait jamais tout risqué pour la sauver si elle était vraiment un fardeau. Il s'excuse pour le plan médiocre et promet de la rendre heureuse jusqu'à ce qu'elle rejoigne le paradis. Yuna accepte et remercie tout le monde de l'avoir sauvée. Pendant ce temps, Oboro complote, elle ne peut pas laisser Kobarashi partir si facilement, car sa loyauté envers Lord Genshiro demeure. Le lendemain matin, Kobarashi se réveille en pensant qu'il a touché les ballons de Yuma, mais réalise que ce sont ceux d'Oboro, qui sont beaucoup plus petits. Oboro le taquine et explique qu'elle n'est pas là pour lui faire du mal, mais pour avoir un enfant avec lui afin de renforcer son clan, ce qui choque Kobarashi et Yuna. Miyazaki arrive pour rencontrer Yuma, pensant qu'elle avait entendu quelqu'un vivre là et supposant que ce doit être le fantôme de Yuna. Alors que Miyazaki entre dans la maison, elle voit Oboro sur Kobarashi, se dévoilant, ce qui l'embarrasse énormément, et elle crie sur Kobarashi, lui demandant ce qu'il fait. Se sentant d'humeur massacrée, elles décident qu'elles ne peuvent pas continuer leur réunion. Koyuzu arrive alors et demande à Miyazaki ce qu'elle est venue faire, et elle répond qu'elle est venue rencontrer Yuna. Koyuzu s'enthousiasme, espérant revoir les ballons de Miyazaki, mais Miyazaki dit qu'elle et Yuna ont prévu une discussion. Il devra donc attendre. Bientôt, Yuna et Sajiri se joignent à eux, et Sajiri ressent un fossé énorme entre elle et Miyazaki, pensant que Miyazaki ressemble à une fille parfaite alors qu'elle ne lui arrive pas à la cheville. Kudarashi informe tout le monde qu'il part pour le travail et qu'il reviendra le lendemain. Yuna présente ensuite Miyazaki à tout le monde, et ils échangent tous des salutations. Miyazaki remarque que le nom de Yuna lui rappelle son mangaka préféré, et elle est surprise de découvrir que Yuna est bien cet artiste. Yuna invite Miyazaki à passer la nuit, et bien qu'hésitante au début, Miyazaki accepte. Madame Nakai annonce que l'heure du dîner approche et prépare le repas, et Miyazaki propose son aide. Miyazaki prépare plusieurs plats italiens, impressionnant tout le monde, surtout Yuna, qui complimente sa cuisine. Après avoir mangé un morceau de poisson, Yaya s'attache beaucoup à Miyazaki, ce qui surprend Sajiri, qui réalise que Miyazaki est si talentueuse et féminine que tout le monde est attiré par elle, contrairement à elle-même. Plus tard, Nanko demande à Miyazaki si elle est populaire à l'école à cause de sa beauté, et Yuna raconte qu'elle a vu quelqu'un demander le code de contact de Miyazaki, bien que Miyazaki minimise la chose. Oro demande ensuite conseil sur la façon de vaincre Kugarashi, et Miyazaki lui conseille que même si elle l'aime beaucoup, se forcer sur lui n'est pas la bonne approche, bien qu'Oboro insiste sur le fait qu'elle ne l'aime pas et qu'elle veut juste avoir un enfant avec Kugarashi. De plus, Oboro déclare son objectif de renforcer le clan Ryuga. Ce soir-là, alors que les préparatifs pour terminer la soirée sont en cours, Miyazaki fait remarquer à Yuna qu'elle semble plus invisible que fantomatique et lui demande si elle peut la toucher à nouveau. Yuna accepte, mais Miyazaki touche accidentellement son ballon, ce qui rend Koyuzu heureuse, ce qui embarrasse Miyazaki lorsqu'elle réalise son erreur. Miyazaki, se sentant troublée, avoue qu'elle n'a jamais eu de rendez-vous et qu'elle ne connaît rien à l'embarras ou à la romance, ce qui surprend Yuno et Koyuzu. Elles assurent à Miyazaki qu'elle peut leur faire confiance, se présentant comme ses aînés. Koyuzu demande comment attirer un homme, mais elles lui répondent qu'elle est trop jeune pour apprendre de telles choses pour l'instant. Koyuzu insiste sur le fait qu'une belle femme devrait au moins savoir comment faire en sorte que deux hommes la suivent. Et elle fait remarquer à Yuna qu'elle est encore trop jeune et ne peut pas encore se transformer en une femme mûre. Cependant, Koyuzu dit que grâce à Miyazaki, elle peut maintenant le faire, et, étonnamment, elle se transforme en une grande femme, ce qui stupéfie tout le monde. Koyuzu admet qu'elle ne sait pas comment attirer un homme, expliquant que bien que Nanko lui ait beaucoup dit, elle a besoin d'aide et demande si Yuna et Miyazaki peuvent non poser pour elle. Après de nombreuses demandes, elles acceptent,
et Yuna montre comment attirer un homme en posant, ce que Kuyuzu apprécie de regarder. Ensuite, Kuyuzu habille les Miyazaki en tenue de soubrette et lui demande de faire une démonstration également, avant de leur demander à toutes les deux de porter des nuisettes, dans lesquelles elles sont très belles. Kuyuzu les complimente, disant que n'importe qui pourrait tomber amoureux d'elle, mais Yuna et Miyazaki lui disent Buchan qu'il suffit pour aujourd'hui et qu'elle devrait dormir. À minuit, Miyazaki se réveille en sentant quelque chose de lourd sur elle et réalise que Yuna, qu'elle distingue mal, s'est endormie sur elle. Elle repousse Yuna, mais réalise vite que l'endroit où elle dort est celui où Kobarashi dort habituellement, ce qui lui fait avoir d'étranges pensées. Elle réalise que c'est la première fois qu'elle dort dans une chambre de fille. Kobarashi, épuisé, entre dans la pièce, se change sans remarquer personne et s'endort, ce qui met Miyazaki encore plus mal à l'aise, alors que Yuna s'accroche à elle à nouveau dans son sommeil. Les ballons de Miyazaki tombent accidentellement sur le visage de Kobarashi. En essayant de se libérer, Kobarashi attrape son pantalon dans son sommeil, ce qui rend Miyazaki extrêmement gêné. Kuyuzu se réveille en pensant qu'elle rêve et finit par tripoter les seins de Miyazaki, la choquant encore plus. D'une manière ou d'une autre, Miyazaki parvient à se libérer, mais sa poitrine retombe une fois de plus sur le visage de Kobarashi, le réveillant. Kobarashi, confus et embarrassé, recouvre Yuna et Miyazaki d'un drap et essaie de dormir. Oboro arrive alors, heureuse de revoir Kobarashi, et lui dit qu'elle a trouvé un livre dans la chambre de Nanko avec beaucoup de mouvements intéressants et lui propose de les essayer. Kobarashi refuse catégoriquement, disant qu'il ne fera rien avec aucune femme tant qu'il ne sera pas amoureux d'elle. Et Oboro accepte, promettant de ne pas forcer les choses tant qu'il ne craquera pas naturellement pour elle. Le lendemain, il est temps pour Miyazaki de rentrer chez elle et elle promet de revenir, Yuna l'invitant chaleureusement à revenir quand elle le souhaite. Miyazaki demande alors son livre à Yuna et écrit quelque chose à l'intérieur. Après l'avoir lu, Yuna est surprise et quand Kobarashi lui demande ce qui était écrit, Yuna sourit et dit que c'est un secret. En réalité, Miyazaki avait écrit que Yuna devrait arrêter de s'accrocher aux autres. Sinon, un jour, elle pourrait accidentellement mettre Kobarashi dans l'ambiance. Lui aussi, on nous montre la classe de Sajiri où ils apprennent qu'ils vont en vacances et ils ont convaincu le professeur qu'ils peuvent nous porter des maillots de bain à la plage. Tout le monde est très enthousiaste à l'idée de porter un maillot de bain, mais Sajiri s'inquiète du modèle qu'elle devrait choisir. Son amie Yurara le remarque et lui dit qu'elle n'arrive pas à se décider et lui suggère de porter elle-même le maillot de bain de l'école. Mais elle l'avertit que tout le monde portera des maillots colorés et qu'elle aura l'air ringarde dans le maillot bleu standard, se sentant gênée avant même d'entrer dans l'eau. Yurara suggère aussi de demander son avis à Kobarashi. Sajiri se demande pourquoi il devrait l'impliquer, et Yurara explique que le clan ninja veut faire de Kobarashi son allié parce qu'il a réussi à dompter le dieu dragon, et ils ne veulent pas qu'il devienne une menace. L'histoire se tourne ensuite vers Yuna, qui parle de son amour pour le feu de camp, la baignade et les conversations nocturnes pendant les voyages scolaires au bord de la mer. Mais rappelle à Kobarashi que lors de chaque voyage de camping passé, il a été attaqué par un fantôme. Kobarashi promet de profiter de ce voyage jusqu'à ce qu'il s'ennuie, et Yuna l'encourage à en profiter de tout son cœur. Kobarashi demande si Yuma a toujours le maillot de bain de tout à l'heure, et Yuna confirme qu'elle l'a et qu'elle prévoit de le porter. Pendant ce temps, Sajiri se prépare nerveusement à appeler Kobarashi sous prétexte qu'un monstre est apparu dans un magasin de maillots de bain. Kobarashi arrive. Sajiri lui parle du prétendu monstre. Il rencontre Gurara, qui se présente comme une camarade de classe de Sajiri et une ninja du clan Chuma Ninja. Quand Kobarashi demande où est le monstre, Gurara comprend que Sajiri s'en est servi comme excuse pour avoir son avis. Pour sauver les apparences, ils font semblant d'acheter des maillots de bain. Sajiri essaie d'abord un maillot de bain normal, que Gurara critique sévèrement, disant qu'on dirait une tenue d'évadé de prison. Sajiri essaie ensuite une tenue plus sexy que même Kobarashi complimente, mais Gurara insiste sur le fait qu'elle est encore trop normale. Allant plus loin, Gurara force Sajiri à porter des maillots encore plus révélateurs, ce qui la met de plus en plus mal à l'aise. Surtout quand Kobarashi évite de la regarder, ce qui confirme que le tailleur est de trop. Gurara suggère alors une tenue plus osée, ce que Sajiri refuse. Pendant leur dispute, elles glissent et tombent, éparpillant leurs vêtements. Kobarashi entre. Ayant entendu le bruit,
et Sajiri l'attaque rapidement pour le faire partir. Plus tard, Sajiri avoue la vérité, et Kobarashi lui dit qu'elle aurait pu simplement lui dire directement. Sajiri s'excuse, et Gurara demande en plaisantant à Kobarashi de faire de Sajiri une vraie femme. Kobarashi est confus, mais Gurara minimise en disant que c'était une blague, et s'en va. Kobarashi demande à Sajiri quel maillot de bain elle a finalement choisi, mais elle insiste pour que ce soit une surprise pour le prochain voyage de camping. Pendant ce temps, Yuna est très excitée par le camping, et elle rencontre Siri Yanazawa, l'amie de Miyazaki. Siri, remarquant le carnet invisible et le stylo flottant de Yuma, se demande s'il y a un fantôme. Miyazaki explique que Yuna est son amie et un fantôme. Des garçons arrivent alors, se moquant d'elle parce qu'elle croit encore au soi-disant tour de Kobarashi. Siri leur dit fermement qu'elle ne leur a pas demandé leur avis et qu'ils devraient en partir tranquillement. Après quoi nous voyons Kobarashi et Yuna profiter de leur voyage. Plus tard, Sajiri apparaît à la plage dans son maillot de bain sexy, faisant de l'exercice. Mais Gurara lui dit qu'elle n'a pas besoin de faire tout ça. Gurara explique qu'un monstre a effectivement été aperçu à proximité et qu'elle pourrait devoir le combattre s'il attaque. Mais Sajiri reste préoccupée par son maillot de bain. Pensant qu'il ne lui va pas bien, Gurara la rassure en lui disant qu'elle est superbe. Miyazaki arrive alors dans un magnifique maillot de bain et tout le monde l'admire, y compris Sajiri, qui reçoit un compliment de Miyazaki. Yuna apparaît également dans un joli maillot de bain, mais Miyazaki regrette de ne pas pouvoir l'avoir à cause de son manque de perception spirituelle. Ils commencent tous à s'amuser à la mer. Et l'ami de Kobarashi remarque que devenir son ami était une excellente idée, car il profite de si belles vues. Alors qu'ils se détendent, ils sont soudainement attaqués par un puissant monstre tentaculaire. Sajiri parvient à couper quelques tentacules, mais il réalise que le monstre principal est profondément sous l'eau, à environ 300 mètres de profondeur. Kobarashi se porte volontaire pour le vaincre et dit aux autres de rassembler des vêtements pour tout le monde. Kobarashi plonge profondément et vainc le monstre en utilisant ses pouvoirs, impressionnant Gurara. Plus tard dans la soirée, des garçons continuent de se moquer de Miyazaki, traitant Kobarashi d'imposteur. Pendant ce temps, Yuna, Urara et Sagiri se demandent pourquoi les monstres apparaissent si fréquemment, et Gurara suggère qu'un être plus puissant pourrait les attirer. Miyazaki arrive avec un plan pour prouver les pouvoirs de Kobarashi pendant le test de courage qui aura lieu ce soir. Elle prévoit de demander à Sajiri et Urara de créer un faux monstre que Kobarashi devra vaincre, espérant ainsi gagner la confiance de tout le monde. Bien qu'elle se prépare soigneusement, une loterie aléatoire associe Kobarashi et Miyazaki, ce qui déçoit Miyazaki car cela complique le plan. Cependant, elle espère qu'être témoin de Kobarashi en action aidera quand même. Malheureusement, Miyazaki se blesse au pied et Kobarashi la porte sur son dos. En chemin, il rencontre Yuna, qui est perdue et effrayée. Il la calme avant de continuer. Mais Gurara et Sajiri, qui étaient censés créer le faux monstre, ne parviennent pas à le faire car elles se disputent. Urara veut tester la force de Kobarashi en le combattant directement, mais Sajiri insiste pour qu'ils aident les autres en priorité. Pendant la bagarre, Sajiri tombe sur un Kobarashi et se blesse. Elle le punit avec colère, même s'il insiste qu'il n'a rien fait de mal. Pendant ce temps, un vrai monstre apparaît devant les deux garçons qui se moquent de Miyazaki, préparant la prochaine confrontation. Épisode 11. On revoit les deux mêmes garçons qui marchent dans la jungle. En disant du mal de Kobarashi, là, l'un des garçons marche accidentellement sur une pierre, ce qui fait apparaître un monstre et les effraie. Alors que le monstre commence à attaquer, Kobarashi apparaît et l'arrête avec sa main. Les autres le mettent en garde, lui disant que le monstre est dangereux et de rester en arrière. Mais Kobarashi dit calmement que le monstre ignore sa propre force. Dès que Kobarashi touche le monstre, le métal sur son corps commence à se briser, laissant le monstre déconcerté. Kobarashi demande alors aux garçons s'ils ont fait tomber la pierre, et ils avouent que c'était une erreur. Kobarashi s'excuse auprès du monstre, disant qu'il a soulevé la pierre sans le savoir, mais ajoute que s'ils se battent, cela ne fera que causer des destructions, ce qu'il veut éviter. Il demande au monstre de rentrer paisiblement, et après avoir senti la puissance de Kobarashi, le monstre accepte et retourne à l'intérieur de la pierre. Ils remettent tous la pierre à sa place pour s'assurer que le monstre ne puisse pas revenir. Miyazaki raconte à Kobarashi le plan qu'ils avaient élaboré pour la journée, mais Kobarashi dit que ce n'était pas nécessaire.
Miyazaki explique que sinon, les gens ne le croiront pas et Kobarashi dit qu'il comprend parce que la plupart des gens ne peuvent pas voir les fantômes, même si ça le rend triste quand les gens se moquent de lui. Il dit qu'il va bien tant que Miyazaki est avec lui. À ce moment-là, Miyazaki glisse et Kobarashi la rattrape, mais sa main touche accidentellement sa poitrine et elle le gronde. Plus tard, les filles retournent à l'hôtel, et des garçons essaient de les espionner mais se font prendre dans un piège tendu par Sajiri. Dehors, les amis de Kobarashi demandent s'ils peuvent visiter la chambre des filles, et Yuuna dit qu'elle aime bien quand des garçons viennent pendant les voyages. Les garçons aiment l'idée et les invitent aussi, mais Kobarashi ne se montre pas. Yuuna se demande pourquoi. Et Miyazaki dit qu'un professeur garde un couloir, donc se faufiler est difficile et de toute façon, il est trop tard. Soudain, Kobarashi frappe à la fenêtre, les surprenant quand on lui demande comment il est arrivé là. Il dit qu'il a grimpé. Ils jouent aux cartes ensemble, mais le professeur arrive et ils s'endorment tous. Kobarashi se retrouve dans un futon avec Sajiri, Miyazaki et Yuuna. Manquant de place, ils sont serrés les uns contre les autres. Kobarashi se demande pourquoi Yuuna, que lui seul peut voir, se cache ainsi. Effrayé, Yuuna s'accroche à lui et son ami y voit une opportunité. Quand le professeur les trouve, ils disent qu'il voulait juste lui faire une surprise. Le lendemain, à l'aquarium, Kobarashi et Yuuna regardent les poissons. Deux garçons demandent si Kobarashi a invité Miyazaki à la danse. Il dit non, et il s'enfuit pour le demander à elle. Yuuna essaie ensuite de le demander elle-même à Kobarashi, mais il ne l'entend pas bien, alors elle laisse tomber. Cette nuit-là, la danse commence et Yuuna regarde joyeusement, disant que c'est la première fois qu'elle voit quelque chose comme ça. Kobarashi danse seul, mais en réalité, il danse avec Yuuna. Elle l'avertit que les gens vont penser qu'il est fou, mais il s'en fiche. Ses amis réalisent vite la vérité. Plus tard, Kobarashi, Sajiri et Yaya étudient quand un Boro entre et demande ce qu'ils font. Kobarashi dit qu'il aide Yaya à étudier. Oro en profite pour lui frotter le dos avec une brosse, en lui disant de ne pas faire attention à lui. Sajiri demande ce qu'ils font et Kobarashi dit que ce n'est pas de sa faute. Pendant ce temps, Yuuna est dans la cuisine et cuisine parce que Madame Nikai lui a appris, et Nikai se prépare aussi pour son propre examen. Ensuite, Oboro rencontre Koyuzu et lui demande si elle peut utiliser des sorts. Koyuzu répond que oui, et Oboro lui demande un sort pour contrôler le cœur de quelqu'un. Koyuzu dit qu'elle n'en a pas, mais propose une potion d'amour pas encore prête qu'elle pourrait essayer d'utiliser. Sajiri a mentionné que le collège de Yaya était relié au leur, donc l'année prochaine, Yaya étudierait avec eux. Benanko est arrivé, demandant si tout le monde révisait pour le test. Elle a dit qu'il faisait très chaud et qu'elle devrait peut-être se reposer, mais les a félicités pour leur travail acharné. Elle a ajouté qu'elle et Yuuna avaient mis leur tenue juste pour que Kobarashi les voie et a même essayé de le draguer, disant à Sajiri d'arrêter d'interrompre et de partir discrètement. Pendant ce temps, Madame Nikai étudiait dans le débarras et pensait que si seulement Kobarashi pouvait l'aider, mais elle ne pouvait pas l'approcher, sinon tout le monde le saurait. Au même moment, Yuuna avait préparé un dessert sucré, une glace, qui avait l'air délicieuse. Elle a dit à Koyuzu et Oboro que c'était pour le groupe d'études et qu'elle en ferait plus pour elle plus tard. Koyuzu a proposé de l'apporter, mais en chemin, Koyuzu a renversé une potion d'amour sur une des glaces et a dit de la donner à Kobarashi en le regardant dans les yeux pour qu'il tombe amoureux. Alors que Koyuzu était en train de la lui apporter, Nonko est apparu et a pris une glace. Oboro a dit que les friandises étaient pour le groupe d'études et que Nonko pouvait aller chercher les siennes auprès de Yuuna. Ce qu'elle a fait, Oboro est revenu avec les glaces, dont une spécialement pour Kobarashi. Mais après l'interruption de Nonko, elle ne savait plus laquelle était laquelle. Elle a donné une glace à Kobarashi et en a mangé une autre elle-même, après que Kobarashi a mangé la sienne. Nonko a commencé à le fixer, mais quand il lui a demandé ce qui se passait, elle a réalisé qu'elle avait donné la glace à la potion d'amour à quelqu'un d'autre, la rendant inutile. Pendant ce temps, Yaya et son chat avaient mal à la tête à cause de la quantité de glace qu'ils avaient mangée. Oboro est parti, pensant que la potion d'amour avait échoué. Kobarashi et Sajiri étudiaient ensemble, mais Sajiri semblait distraite. Kobarashi lui a demandé si ça allait, et elle a répondu que oui. Quand il s'est approché pour lui demander quelque chose, elle est devenue nerveuse et a reculé. Kobarashi a redemandé, et elle a dit que tout allait bien qu'elle le trouve soudainement plus beau qu'avant et qu'elle ne comprenne pas pourquoi.
Elle s'est souvenue quand Urara lui avait demandé si elle l'aimait. Et bien qu'elle l'ait nié à l'époque, Urara a dit qu'elle était sûre que Sajiri l'aimait. Maintenant, dans le présent, les pensées de Sajiri étaient remplies de Kobarashi. Son visage est devenu rouge et Kobarashi a redemandé si elle allait bien et lui a touché la main. Elle s'est sentie mal à l'aise et lui a repoussé la main. Kobarashi a demandé ce qui n'allait pas et Sajiri lui a dit de dire ce qu'il ressentait vraiment pour elle. La voyait-il comme une fille ou non? Kobarashi a répondu qu'elle était belle et gentille. Et Sajiri l'a remercié en le frappant légèrement avec son ballon. Oboro et Yuna, qui observaient derrière la porte, ont tout vu. Yuna a demandé ce qui se passait, et Urara a répondu que c'était la nutrition d'amour qui agissait, mais que son effet prendrait fin bientôt. Lorsque l'effet a cessé, Sajiri a réalisé ce qui s'était passé et s'est senti gênée, même si les autres ont essayé d'expliquer que c'était la potion d'amour. Elle n'a pas compris et s'est enfermée dans sa chambre. Yuna se réveille et réalise qu'elle dort dans le même futon que Kobarashi. Alors qu'elle essaie de bouger, la main de Kobarashi touche accidentellement sa poitrine, ce qui pousse Yuma à utiliser ses pouvoirs et à le jeter hors de la pièce sans le savoir. Elle s'excuse ensuite auprès de lui. Plus tard, Sajiri et les autres partent en voyage dans leur village, ce qui rend Yuna triste. Elle dit à Nanko qu'elle devrait se remettre au travail, puis reçoit un appel lui annonçant qu'elle a beaucoup de tâches en attente. Elle annonce à tout le monde qu'elle a besoin d'aide pour terminer son manuscrit et qu'en échange, elle les emmènera s'amuser. Après avoir terminé le travail, ils vont à la plage et Kobarashi doit porter tous les bagages, ce qui le contrarie. Yuna dit à Nanko de se détendre et de profiter. Nanko dit qu'il y aura beaucoup de plaisir, y compris des boîtes à feu et une légende romantique. Oboro apparaît portant un maillot de bain révélateur et demande à Kobarashi ce qu'il en pense. Il lui demande qui lui a fait peur au point de le porter, et Oboro répond que Nanko lui a dit que moins il y avait de tissu, mieux c'était. Yuna dit qu'Oboro est trop ivre, mais Oboro reprend sa forme et dit qu'elle est plus belle comme ça. Elle demande ensuite un service à Kobarashi. Elle veut qu'il lui mette de la lotion sur le dos. Au début, il refuse, mais elle insiste et le prévient qu'elle va attraper des coups de soleil. Il finit par accepter et applique la lotion. Nanko commence à faire des bruits étranges, ce qui déconcerte Kobarashi. Puis Oboro lui demande aussi de lui mettre de la lotion sur le dos, et il accepte. Il plaisante en se demandant si elles savent même ce qu'est la lotion, puis décide d'en appliquer à Yuna aussi, bien qu'il se demande pourquoi un fantôme a besoin de lotion. À ce moment-là, Nanko fait d'étranges bruits et la main de Kobarashi glisse accidentellement et touche la poitrine de Yuna, ce qui la met mal à l'aise. Elle le projette en l'air grâce à ses pouvoirs. Pendant qu'il vole, Kobarashi aperçoit une fille près d'un pont. Il interroge Nanko à son sujet, et elle lui dit que c'est un fantôme issu d'une triste histoire d'amour. Son petit ami était censé la retrouver là pour empêcher un mariage forcé, mais il a eu un accident et n'est jamais arrivé. Quand elle l'a découvert, elle a sauté de la falaise et est morte. Elle l'attend toujours à cet endroit. Kobarashi trouve ça triste qu'il n'ait pas pu réaliser son dernier souhait. Yuna est d'accord et la plaint. Il décide d'aider. Il rencontre la jeune fille fantôme, qui se présente comme amie. Ils lui disent qu'ils veulent l'aider à rencontrer son petit ami pour qu'elle puisse aller au paradis. Elle leur montre son petit ami tout près, mais dit qu'elle ne peut pas aller le voir car elle est un fantôme lié. Ils rencontrent ensuite son petit ami, Yasuhisa, qui dit qu'il se sent coupable. Il avait prévu de s'enfuir avec elle, mais il a eu un accident. Ami a essayé de le sauver et ils sont morts tous les deux. Il dit que c'est de sa faute. Yuna dit à Kobarashi que s'il veut vraiment revoir Ami, il doit suivre son cœur et y aller. Kobarashi explique que si Ami ou son petit ami vont au paradis seuls, celui qui reste pourrait devenir un esprit maléfique. Il se demande comment son petit ami va pouvoir la regarder en face après ce qui s'est passé. Kobarashi dit que s'il est prêt, il peut aller la retrouver. Sinon, on ne peut rien faire. Il dit à Yuna que si les deux ne veulent pas se retrouver, ils ne peuvent non pas s'en mêler. Yuna dit tristement que tous les fantômes sont des anciens élèves coincés ici, sans personne à qui parler ni pour les guider. C'est pour ça qu'ils ne passent jamais à autre chose. Elle aimerait que quelqu'un puisse les aider à avancer. Kobarashi décide d'essayer et dit au petit ami d'Ami qu'il est trop tard maintenant et qu'il va envoyer Ami au paradis pour qu'elle ne devienne pas un esprit maléfique. Il l'avertit que s'ils restent coincés comme ça, ils souffriront tous les deux. Alors qu'ils se dirigent vers Ami, le garçon les arrête et dit qu'il veut venir aussi. Quand ils rencontrent Ami, elle demande à Kobarashi si leur plan a fonctionné et si Yasubisa est prêt à la voir.
Kobarashi dit qu'il a menti pour le motiver. Ami pense que le plan a échoué, mais Kobarashi lui dit d'attendre. Elle aperçoit alors son petit ami caché derrière un arbre. Quand elle court vers lui, il est heureux de la voir, mais elle le gifle violemment. Kobarashi et Yuna sont choqués, mais le garçon s'excuse, disant qu'après l'accident, il n'avait pas le courage de lui faire face. Ils se pardonnent et leur dernier vœu est exaucé. Ils montent tous les deux au paradis. Yuna prie pour leur bonheur dans leur prochaine vie. Kobarashi dit alors à Yuna qu'il est avec elle depuis 6 mois, espérant réaliser son dernier vœu. Mais rien n'a changé. Il lui demande si elle se souvient de quoi que ce soit de sa vie avant de devenir un fantôme. Yuna dit que non. Quand elle s'est réveillée, elle était à l'auberge Yuragi et Madame Nakai lui a donné son nom. Yuna pense qu'elle a peut-être une maladie, mais Kobarashi dit que ce n'est pas le cas. Tous les fantômes qu'il a rencontrés partagèrent des souvenirs de leur passé, mais Yuna jamais. Yuna dit que c'est étrange, mais qu'elle est heureuse maintenant avec ses amis et qu'elle veut rester avec eux. Elle se demande quel pourrait être son dernier souhait. Plus tard, Kobarashi rêve d'avoir été sauvé d'un fantôme quand il était enfant, puis voit le dieu des enfers envoyer Yuna à l'aide. Dans le rêve, Yuna lui demande de l'aider et Kobarashi refuse qu'elle devienne un esprit maléfique. Soudain, il se réveille et touche accidentellement la poitrine de Yuna, ce qui crée un malaise. Yuna est gênée, mais dit qu'elle se sent heureuse ce matin. Kobarashi est d'accord. Ils s'éclaboussent de l'eau en s'amusant. Quand les vacances se terminent, ils retournent à l'auberge Yuragi. Soudain, Kobarashi s'écrase dans la maison, effrayant tout le monde. Yuna défend Kobarashi, mais Miyazaki est contrarié et se fait tabasser par Sagiri. Yuna s'excuse encore de le projeter tous les matins, mais Kobarashi dit qu'il y est habitué maintenant.